Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans le webinaire Le BioGNV, une solution bas carbone idéale pour la collecte des déchets des collectivités. Merci. On va prendre encore une petite minute d'attente le temps que tous les participants se connectent et on va commencer dans 1 à 2 minutes. Donc, je vous remercie de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Voilà, ça se connecte. Eh bien, je vous propose de commencer. Et puis les quelques personnes encore qui vont se connecter dans les prochaines minutes vont venir nous rejoindre. Donc bonjour à tous. On va passer environ 1 heure ensemble ce matin. Commençons donc sur le plan technique. Je vous annonce déjà que ce webinaire est enregistré, hein, ça vous permettra éventuellement de le revoir ou de le communiquer à des partenaires ou collègues. On vous invite à utiliser, normalement vous avez en bas à droite de votre écran normalement un petit pictogramme avec un point d'interrogation qui va vous permettre de poser des questions à nos intervenants par écrit que je réceptionnerai. On y répondra éventuellement au fil de l'eau en fonction des questions, mais idéalement on va plutôt les traiter en fin de session. Afin qu'on ait le temps de bien dérouler le webinaire et qu'on respecte le timing, c'est-à-dire de pouvoir voilà, vous libérer vers midi 15 maximum, vraiment en fonction des questions, si vous avez beaucoup de questions. Mais le principal sera de vous libérer autour de midi. Donc je me présente, je m'appelle Mickaël Thomas, je suis le délégué général de Métatlantique. On est une association de près de 45 entreprises du méthane renouvelable et du GNV. Toutes ces entreprises sont établies en Pays de la Loire. Donc, c'est des constructeurs, des développeurs, des bureaux d'études, des fabricants de composants, des organismes de financement. Voilà, tout un panel d'entreprises, des associations de la filière aussi. Afin de promouvoir l'usage de ce biométhane, justement fabriqué sur nos territoires et impulsé par ces entreprises, nos partenaires, les financeurs du Conseil régional Pays de la Loire et de l'ADEME, on a créé début 2020 le club BioGNV Pays de la Loire pour pouvoir travailler collectivement sur des actions concrètes de promotion et de stimulation de cette filière de mobilité encore trop méconnue du plus grand nombre. Cet événement d'aujourd'hui fait partie de ces actions. On l'organise aussi dans le cadre du Pays de la Loire Énergie Tour. Donc c'est un méta-événement impulsé par le Conseil régional qui regroupe un panel d'événements en septembre sur la démonstration des mobilités durables. L'année dernière, on vous avait proposé 3 webinaires de sensibilisation à destination respectivement des entreprises, des collectivités et des transporteurs routiers. Donc cette année, on a souhaité affiner en proposant un webinaire justement thématique sur les bennes à ordures ménagères et les véhicules spéciaux des collectivités pour les entreprises, pour les collectivités et les entreprises prestataires. On va compléter ce webinaire aussi par 2 tests d'autonomie la semaine prochaine en Vendée et Loire-Atlantique avec des stations partenaires et les syndicats d'énergie pour offrir une meilleure connaissance et une meilleure pratique des véhicules GNV auprès des utilisateurs. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus pendant le webinaire avec l'expérience de Saumur Agglo-Propreté. Voilà. En dernier lieu, je vous en reparlerai à la fin, mais je ferai aussi un petit teasing sur le colloque régional des mobilités durables qu'on organise à la fin du mois au Mans, le 29 septembre, pour vous inviter à aller aussi plus loin dans la démarche de mobilité, en plus de ce webinaire. Voilà, assez rapidement. Pour information, on vous enverra à l'issue du webinaire l'ensemble de la présentation aussi. Donc voilà, vous aurez ça sur vos boîtes très bientôt. Je suis ravi d'accueillir justement pour ce webinaire François Dedieu, expert propriété urbaine chez GRDF, et Aurélie Kaminski, directrice générale chez Saumur Agglo-Propreté.
À eux deux, ils vont nous peindre un tableau assez exhaustif des opportunités de convertir des flottes de bennes à ordures ménagères notamment au bio-GNV. On parlera d'actualité réglementaire, on parlera des acteurs de la propreté urbaine qui sont en présence sur le GNV, l'offre de véhicules aujourd'hui disponible, les solutions d'avitaillement, les questions de maintenance notamment. Et puis donc avec à chaque fois en résonance le témoignage concret et les avantages, les points de vigilance avec les retours d'expérience donc d'un exploitant pionnier sur ces questions représenté par Aurélie Kaminski aujourd'hui. Voilà, François, si tu le souhaites, je te propose de commencer. La plupart des inscrits sont connectés aujourd'hui et nous écoutent. Bonjour à tous. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet sur clairement l'utilisation du GNV dans les bennes à ordures, peut-être un panorama un peu plus global sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes d'utilisation du carburant gaz en France. C'est clairement l'énergie alternative plébiscitée dans le cadre de la mobilité lourde. Quelques chiffres et sans doute un seul, je pense, à retenir. Aujourd'hui, presque 5% des camions neufs qui étaient immatriculés sur les 12 derniers mois étaient des camions au gaz. Dans le transport routier de marchandises en général, c'est à peu près la même part de marché que le véhicule électrique dans le monde de la voiture. Donc on voit que finalement le gaz et particulièrement sa version renouvelable sont l'énergie alternative de référence. On parle GNV, bio-GNV, voilà, version plutôt fossile, plutôt renouvelable. Forcément, on va vers un mix de plus en plus bio, de plus en plus vert. Vous avez les chiffres. On était sur une part de bio quasiment inexistante en 2014. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 17% de bio utilisé dans le GNV et c'est une part qui va être croissante. L'objectif étant de verdir à 100% le gaz d'ici 2050 et on est sur la bonne trajectoire et tous les acteurs qui s'y mettent jouent plutôt le jeu. Et ici, voilà, pour compléter un petit peu le panorama, on est sur une dynamique vraiment orientée au niveau du véhicule lourd, poids lourd, bennes à ordures, bus, car, c'est clairement les segments de prédilection pour l'utilisation du carburant gaz et biogaz. Si on refait un focus peut-être un peu plus précis sur comment utiliser le gaz dans la mobilité, enfin dans les bennes à ordures. Après, on pourra regarder un peu les différents acteurs. Sauf Aurélie, si tu veux ajouter quelque chose, mais Non, mais vas-y, tu peux passer. ça marche. Si on regarde un petit peu aujourd'hui qui utilise du gaz dans les bennes à ordures, en fait, on voit que dans les grands acteurs du déchet, tout le monde a déjà essayé. Donc, on n'est plus sur cette phase de découverte de l'énergie, d'expérimentation. Voilà. Pour ceux qui font de la collecte de déchets via un prestataire privé, on peut presque le dire, quasiment tous les prestataires, en tout cas les grands noms qui travaillent au niveau national, ont déjà tous essayé et ont alors dans leur parc soit quelques dizaines de véhicules, soit plusieurs centaines, dans le cas de ceux qui ont vraiment fait un engagement très fort. Ça représente à peu près 11% du parc roulant en France aujourd'hui de bennes à ordures qui roule déjà au gaz et sur une dynamique de plus en plus forte, parce que ce qu'on regarde en moyenne sur les 3 dernières années, c'était 20% des nouvelles bennes immatriculées, des nouveaux véhicules de collecte qui roulaient au GNV ou au bio-GNV. Finalement, voilà, on est quelque chose qui continue. Sur l'historique, les collectivités ont plutôt d'abord fait le choix de privilégier une transition via les prestataires, puis ont pris en main eux-mêmes la transition via leur propre parc pour ceux qui fonctionnent avec en régie directement. Donc Paris a été le pionnier puisqu'en 2014, ça fait partie avec Lille, avec Caen, etc., des quelques villes qui ont tenté, qui ont expérimenté le GNV sur la collecte de déchets. Puis aujourd'hui, c'est quelque chose qui se généralise un petit peu. Je crois que j'ai esquissé un début de carte dans la slide suivante qui n'est pas exhaustive, mais qui donne voilà, un petit peu un échantillon de villes qui ont déjà fait le choix du gaz pour leur collecte de déchets. Les chiffres ne sont pas forcément tout à fait à jour parce que ça évolue en permanence, mais voilà, c'est pour montrer un peu que ce n'est pas réservé qu'à des très grandes agglomérations et qu'au contraire, finalement, tout le monde peut s'y mettre. Tout le monde peut s'y mettre pour plusieurs raisons et là, on regardera un peu après les conditions qui font le succès d'une transition vers le gaz. C'est qu'aujourd'hui, il y a une offre véhicule qui est de plus en plus large. Il y a des solutions de ravitaillement, et on en parlera tout à l'heure,
qui sont diverses, aussi bien sur des stations privées que publiques, etc. Un modèle économique qui est plutôt cohérent. Quand on regarde par rapport à d'autres types d'énergie renouvelable, on reste dans les mêmes ordres de grandeur que le diesel. Donc, ce qui fait que ça facilite la transition. Et puis, on en parlera un petit peu tout à l'heure, il y a aussi des impulsions réglementaires et des obligations qui vont de toute façon, à minima, poser la question de l'énergie alternative systématiquement maintenant lors du renouvellement des véhicules. Donc, voilà un petit peu pour l'introduction. Donc, le GNV, bonne dynamique sur le véhicule lourd, plus particulièrement sur les bennes ordures, et pour toute taille de collectivité, pas uniquement les plus grosses. Si on veut illustrer avec quelques photos, je m'étais permis d'illustrer ça avec quelques photos. Donc la première à Rennes, finalement, qui collecte quasiment tous ses déchets au gaz via Suez. Notre exemple à Colombes, à Lyon, Grenoble. J'ai mis l'exemple de Moulineau aussi, Moulineau qui collecte les biodéchets en région parisienne avec des véhicules au gaz. Donc eux, ils ont vraiment fait, par exemple, la boucle en économie circulaire complète, puisqu'ils collectent les biodéchets. Les biodéchets sont amenés à un méthaniseur qui produit du biogaz, qui lui-même peut alimenter les véhicules derrière. Donc voilà, c'est l'exemple parfait d'un cycle total. Le SIDEM, j'ai mis la photo du camion qui récupère les bacs en Plérol, qui lui aussi a été parmi les pionniers, parce que le véhicule que vous voyez doit dater de 2014 ou 2015, donc ça fait quand même des années qu'il roule au gaz. Et puis finalement, quand on parle de collecte de déchets, on devrait plutôt élargir à tous les métiers de la propreté. Et il y a aussi possibilité d'avoir des balayeuses. Je crois que celle que vous voyez en bas à gauche, ça va être la ville de Colombes de mémoire, qui me semble qui a bloqué ses véhicules de nettoyage pour pouvoir rouler propre, y compris sur les métiers de la propreté urbaine. Donc voilà, plusieurs types d'applications, plusieurs tailles de véhicules, plusieurs types de solutions de recharge. On va rentrer un petit peu dans le détail au fur et à mesure de ce webinaire. On peut peut-être commencer par un petit témoignage d'Aurélie pour voir finalement comment la ville s'est inscrite. Ouais, donc l'agglomération de Saumur, c'est une agglomération mixte rural-urbain avec donc 100 000 habitants, une ville de 30 000 habitants et le reste un territoire assez rural. Donc c'est un territoire qui est engagé dans un plan climat et il y a aussi une démarche territoriale économie circulaire. Donc dans le cadre en fait de ces réflexions sur le plan climat et sur l'économie circulaire, on a souhaité au niveau de l'agglomération en fait investir dans des projets de valorisation énergétique des biodéchets. Donc en fait en 2017, il y a eu un investissement dans le cadre par le biais de la SEM Aglo Environnement, qui est une SEM détenue par l'Aglo. Donc il y a eu un investissement dans une unité de méthanisation et dès le début du projet, en fait, on a souhaité aussi monter une station d'avitaillement public au bio-GNV, donc avec le gaz produit sur l'unité de méthanisation. Donc voilà, le projet a émergé en 2017, la station a ouvert en janvier 2020. Et donc elle fonctionne, c'est une station publique qui fonctionne avec des clients publics et privés, dont le service déchets ménagers, donc qui est exploité par Saumur Règles Propreté. Et on a donc dans les principaux clients, on a les différents actionnaires de la station. On a les services de bus aussi de l'agglomération et puis on a des transporteurs privés et sinon des flottes de véhicules légers avec aussi la SOR qui est le délégataire de l'agglo sur l'eau et l'assainissement, GRDF, etc. Donc voilà, la station fonctionne depuis un an. Donc en fait, le projet de convertir le service déchets ménagers au bio-GNV en fait faisait partie d'un projet global de la communauté d'agglomération dans le cadre de son plan climat et de sa démarche territoriale économie circulaire. Voilà un petit peu le contexte de ce projet, avec donc toute une réflexion sur la localisation de ces stations pour qu'elles puissent répondre aux besoins de chacun du service déchets ménagers, mais aussi des autres clients de cette station. Voilà pour le contexte. Merci Aurélie. François, petit point sur le réglementaire. Ouais, alors j'ai esquissé très rapidement
la question tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, tous les acteurs qui se sont engagés finalement dans la transition de leur flotte vers une énergie alternative le font plutôt sur la base du volontariat, puisqu'il n'y avait pas d'obligation ferme pour les collectivités d'aller rouler avec des véhicules propres. C'était plutôt voilà, des enjeux de qualité de l'air, des enjeux de réduction des émissions de CO2 au niveau de la collectivité. Il s'agissait de montrer l'exemple, mais c'était pas une obligation. Ça change depuis cet été, puisqu'en fait, il y a une directive européenne qui a été transposée en droit français et qui va exiger finalement que toutes les collectivités, tous les marchés publics qui font appel à des véhicules lourds, dans ces marchés, il y ait un renouvellement, enfin une part de véhicules propres lors du renouvellement. Donc ça concerne les véhicules de la collectivité en propre, mais aussi certains marchés publics qui utilisent des prestations de transport et de collecte. Et donc les ambitions sont raisonnables, en tout cas sur les premières années, c'est-à-dire que l'idée c'est d'obliger lors du renouvellement de véhicules d'acquérir 10% de ces nouveaux véhicules avec une énergie alternative. Et parmi ces énergies alternatives sont considérées évidemment comme propres l'électrique, l'hydrogène, le gaz bio pas dans toutes ses formes, et certains biocarburants à condition qu'ils respectent des critères de durabilité et dans les cas de RED 2, donc qui ne soient pas en concurrence avec des énergies, avec des cultures alimentaires. Pardon. Donc finalement, plusieurs possibilités pour les collectivités pour répondre à cette obligation de 10% du renouvellement jusqu'à 2025, puis progressivement, au-delà de 2025, ça sera 15% des véhicules lourds neufs acquis qui devront être, faire partie de ces différentes énergies alternatives. Donc, on sent voilà, la sortie progressive du diesel. Pourquoi les ambitions ne sont pas plus fortes? Parce que finalement, dans les collectivités, il y a beaucoup de matériel parfois spécifique. Et du coup, pour ne pas mettre une contrainte inaccessible, les ambitions sont pour le moment mesurées, mais le but, c'est effectivement de pousser le curseur progressivement. Voilà, depuis le 2 août, obligation de renouveler 10% des véhicules lourds avec une énergie alternative, parmi les différentes qui sont citées ici. Si, petite question, François, là, finalement, tu évoquais juste avant un certain nombre de collectivités qui avaient fait le pas, même déjà depuis plusieurs années, mais donc demain, ça veut dire que toutes les collectivités en charge de la collecte des déchets vont devoir y aller. Donc, quelque part, ça va créer un appel d'air encore plus fort là-dessus sur des entreprises, des collectivités Alors, primo-accédantes, entre guillemets, qui elles avaient jamais déjà fait le pas. l'obligation exactement, elles avaient déjà l'obligation de se poser la question, puisque finalement, il y avait déjà des choses dans la loi. Il n'y avait pas une obligation de renouvellement, mais il y avait une obligation de réaliser une étude technico-économique pour tous les possesseurs d'un parc de plus de 20 véhicules. C'est quelque chose qui a passé assez inaperçu dans les textes de loi, mais pourtant, il y avait cette obligation de faire un rapport et de faire une étude pour juger de la pertinence d'acquérir des véhicules à énergie alternative. Donc la question s'était déjà posée et ça avait pas mal initié de démarches dans certaines collectivités. Là, on passe de l'étude à la réalisation et du coup, il n'y a plus le choix. Effectivement, on passe d'un mécanisme plutôt volontaire à quelque chose un peu plus contraint. Très bien, merci. Je le répète, si pour ceux qui sont de l'autre côté et les participants au webinaire, n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser normalement le petit pictogramme point d'interrogation en bas ou en bas à droite de votre écran si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants. On continue, François? Ouais, alors on continue. Donc ça, c'était la première contrainte qui se pose et qui est assez récente. Et puis une autre qui a beaucoup drivé certaines collectivités, c'est la généralisation des zones à faible émission qui étaient existantes dans certaines villes, puisque vous savez que des métropoles comme Paris, Lyon ou Grenoble ont déjà mis en place ce genre de zones qui restreignent l'accès des villes aux véhicules, uniquement aux véhicules les moins polluants. Et la loi climat résilience qui a été votée cet été généralise le déploiement de ces zones à faible émission à toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Donc la carte que vous voyez, c'était la carte avant l'été de toutes les collectivités qui avaient fait des démarches plutôt volontaires. Et là, cette loi vient rajouter finalement un socle minimum pour toute ville de plus de 150 000 habitants, et particulièrement dans l'Ouest, effectivement, où les villes sont peut-être moins concernées par les problématiques de qualité de l'air que d'autres villes comme la vallée de l'Arve ou comme Paris, qui n'avaient pas forcément engagé de démarche ZFE. Finalement, là, elles vont être contraintes réglementairement d'appliquer ces restrictions de circulation.
Là encore, pour le moment, l'obligation de la loi climat résilience concerne plutôt les véhicules moins de 3,5 tonnes, mais l'idée, c'est quand même de montrer l'exemple. Et c'est quand même sur les véhicules de la métropole, de l'agglo, d'aller montrer l'exemple et d'essayer d'utiliser les véhicules les plus propres possibles. Et dans le cadre des véhicules lourds, c'est à minima d'utiliser des véhicules qui ont la vignette critère 1, qui est la plus propre dans les catégories de véhicules thermiques. Aujourd'hui, sur un véhicule lourd, pour avoir cette vignette critère 1, donc la meilleure vignette en termes de qualité de l'air, il y a deux solutions qui vont être utiliser soit des véhicules lourds hybrides, dont l'offre est quasi inexistante, ou des véhicules gaz, et c'est bien souvent ce qui est choisi par les collectivités. Et c'est comme ça que Paris s'était engagé au tout début, dans les années 2014, c'était en vue de déploiement de la zone à faible émission avec fin des diesels en 2024. Ils avaient déjà à l'époque engagé la transition de leur parc en propre pour pouvoir être sûr d'avoir 100% de véhicules compatibles en 2024. Donc ça vient rajouter, alors soit une opportunité, soit une contrainte, ça dépend comment on le voit, mais voilà, c'est un indicateur pour te dire ça y est, il faut engager cette transition vers des véhicules les moins émissifs possibles, qui puissent respecter demain les contraintes des zones à faible émission. Très bien. François, est-ce que j'ai l'impression que le signal n'est pas toujours très bon? Est-ce que je sais pas si tu es en Wi-Fi ou mais j'ai l'impression des fois que on capte un peu moins. Presque te perdre parfois. Je vais couper la caméra dans ce cas-là si ça vous dérange pas. Peut-être ouais, pour conserver un peu de bande passante éventuellement. On va essayer de privilégier le son. Ah, c'est mieux. Ok, donc ce que je disais finalement voilà, j'espère que c'est un petit peu meilleur. Deux contraintes fortes au niveau de la réglementation, l'obligation de renouvellement des flottes publiques qui apparaît progressivement, et puis le déploiement des zones à faible émission qui va se généraliser dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Et même si voilà, toutes les agglos ne sont pas concernées, ça impulse une tendance générale, ça engage la voie vers la transition. Ça va aussi aider à développer l'offre de véhicules, puisque finalement, si on a des contraintes qui s'additionnent, ça va pousser les constructeurs à maintenir ou à développer les gammes de véhicules commercialisés. J'ai une question qui vient d'arriver sur l'offre de véhicules, mais vu qu'on l'évoque après, au besoin, je reposerai la question à ce moment-là. Mais voilà, il y a une question qui est arrivée sur cette question de l'offre de véhicules. On la reprendra tout à l'heure. Je passe à la slide suivante, François. Justement, on y vient. Allez, c'est parti. Justement, la transition sur les véhicules. Aujourd'hui, si on veut rouler au gaz, on a quand même un panel de solutions qui est assez large. On peut presque couvrir tous les besoins des services de collecte et de propreté, aussi bien sur la partie benne à ordures, finalement le cœur du métier, sur lequel il y a une offre en termes de châssis qui est assez large. Vous voyez Iveco, Mercedes, Renault Trucks, Scania, et puis Volvo. Alors Volvo, c'est le même que le Renault Trucks, c'est juste la calandre qui est différente. Avec, pour certains, je pense à Scania, des cabines qui peuvent être standards ou des cabines basses. Mercedes propose aussi des cabines basses. Donc, on a un panel de véhicules qui est assez large. Pour le transport de déchets, là encore, sur la plus longue distance, Iveco, Scania et Volvo proposent des solutions au gaz. Et puis, sur des véhicules plutôt de collecte de centre-ville, donc on va être sur des utilitaires 3,5 tonnes avec benne, ou alors sur du transport de bac ou ces choses comme ça, on a une offre chez Iveco. Cette offre peut aussi être compatible sur des châssis balayeuses, du 12 tonnes, du 16 tonnes, finalement des châssis qui servent de support à des balayeuses ou des aspiratrices. Et puis, pas pour des véhicules de service, il y a aussi une offre gaz. Donc finalement, si on cherche à couvrir un maximum de choses avec des véhicules GNV ou bio-GNV, le panel est plutôt large. Et en plus, il y a quelques avantages aujourd'hui et quelques aides à l'achat. Alors, quand on parle de prix, et je pense que Aurélie pourra tout à l'heure compléter avec des témoignages sur la propre flotte de Saumur. Si je vous dois donner un exemple sur une benne à ordures, le surcoût il est à peu près de l'ordre de 30 000 €, mais il peut être compensé par des systèmes notamment de bonification d'amortissement qui s'appliquent pour les entreprises privées, qui leur permettent de récupérer par déduction fiscale une partie
partie du surcoût du véhicule. Il y a des exonérations aussi de taxes de carte grise, on parle de quelques centaines d'euros, mais finalement, tout est bon à prendre. Et puis, une des questions qui vient souvent sur la partie gamme véhicule, c'est la considération sur la charge utile. Puisque vous savez, un palette des déchets, l'idée c'est quand même de maximiser les tournées, et pour ça on a droit à une dérogation. Donc, un véhicule gaz un tout petit peu plus lourd, de par le poids des bouteilles qui transportent le gaz, est un petit peu plus lourd qu'un véhicule diesel, de l'ordre de 800 kg, et on a le droit de récupérer ce poids par une dérogation du PTAC, ce qui fait qu'on n'impacte pas ou très très peu la charge utile du véhicule. Et donc ça c'est vrai sur toute la gamme de véhicules concernés au gaz, où tous les véhicules de plus de 3,5 bénéficient de cette dérogation de PTAC d'une tonne qui permet de ne pas pénaliser la charge utile. Très bien. Pour compléter sur ces aspects aides, il y a aussi donc des aides régionales qui existent localement. J'en toucherai un petit mot pour les Pays de la Loire en fin de webinaire, justement sur les aides existantes dans l'acquisition de véhicules, notamment pour compenser le surcoût à l'acquisition. Donc là, c'est un petit focus sur la gamme de véhicules pour préciser quelques détails. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque marque, mais comme ça, vous aurez dans les slides la gamme complète, en tout cas pour ce qui concerne la collecte des déchets. Et à cela s'ajoutent des véhicules de type balayeuse, des véhicules utilitaires. Mais voilà, pour le métier collecte pure, vous avez la gamme quasi exhaustive de ce qui est commercialisé en France aujourd'hui. La question qui est posée, elle est de savoir si sur l'offre de constructeur, enfin l'offre de véhicule justement, est-ce qu'il y a une offre sur la BOM à collecte par bras hydraulique latéral sans ripper, justement, vous savez, type collecte de verre par exemple, de bennes de verre. Il y a aussi des véhicules existants sur cette spécificité. Tu veux répondre, François, ou tu veux que je réponde là-dessus Vas-y, je t'en prie, Aurélie. En fait, après, sur une benne, tout est possible en fait finalement, mais il faut vraiment travailler en amont avec les carrossiers, avec les fabricants de bennes, de lève-conteneurs, et puis les fabricants de châssis pour voir si, en fonction du modèle que vous voulez, du type de véhicule que vous voulez, et sur un châssis gaz, est-ce que c'est possible? Donc il n'y a pas de compte, enfin, comment dire, tout est possible, en même temps, tout n'est pas possible. Mais il faut vraiment poser la question à chaque fois. Moi, j'en ai jamais vu encore de benne au gaz avec un bras. Je sais que on a un prestataire qui le fait, mais je ne sais pas s'ils en ont au gaz. Mais après, je vois pas de contraintes techniques particulières. En fait, ça va être après vraiment le carrossier et le constructeur du châssis qui vont étudier techniquement. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Est-ce que voilà, il n'y a pas de. Nous, sur tous les véhicules qu'on a achetés, à chaque fois, ça a été ce travail-là en amont de vraiment vérifier si ce qu'on voulait techniquement, est-ce que c'était possible ou pas sur un châssis gaz. Voilà. Il y a une sorte de travail à façon un peu en fait en fonction des besoins. Oui, c'est vrai que on a fait intervenir un monsieur de chez Scania il y a quelques mois justement qui nous expliquait exactement ce que tu dis Aurélie sur le fait ben voilà contactez-nous et on étudie ça ensemble pour regarder selon les spécificités de vos métiers en fait. Oui. C'est ça. Très bien. Exactement. Alors pour préciser comme sur la partie. Pardon, vas-y. Ouais, juste pardon, sur la partie benne à collecte latérale, il y a quand même une petite contrainte, c'est que finalement, comme la benne a besoin enfin le système de préhension du bac a besoin d'un peu d'espace, notamment entre les roues dans le châssis, ça permet pas forcément de mettre un réservoir de gaz des deux côtés du véhicule. Et souvent, du coup, ça contraint un petit peu l'autonomie, ça divise par deux l'autonomie du véhicule. Alors, on a possibilité de reporter ces bouteilles de gaz qui étaient dans le châssis et les mettre derrière la cabine, mais dans ce cas-là, ça rallonge le véhicule. Voilà. Ce qui fait que ces quelques contraintes sont limitantes parfois pour ce genre de matériel. Mais après, ça va dépendre aussi de l'usage que vous avez de ce véhicule, du nombre de l'autonomie que vous voulez, du nombre de kilomètres que vous voulez faire avec. En fait, voilà, c'est pour ça que tout s'étudie en fait spécifiquement à chaque fois, comme dit Mickaël, c'est vraiment un travail à façon. Il y a des bennes classiques au gaz, mais il y a quand même beaucoup d'exceptions à chaque fois quand on a besoin de quelque chose. Ok.
Oui, j'ai une remarque justement. La personne qui avait posé la question sur les bennes prenant l'exemple d'Angers-Loire Métropole, justement, qui s'équipe de ce genre de bennes, mais effectivement, la question de l'autonomie, est assez importante et s'en trouve effectivement réduite, comme l'expliquait François. Je propose de continuer. Donc après, c'est donc la flotte que nous on a aujourd'hui sur Saumur. Donc on a commencé en fait en 2019. Alors la première benne qu'on a achetée, on l'a commandée donc en 2018 et on l'a eu en 2019, puisqu'à peu près les délais sont un petit peu plus longs quand même sur une benne gaz que sur une benne classique quand même. Donc c'est une 19 tonnes, châssis Renault, donc avec une benne Eurovoirie. Voilà, je vous ai mis les détails techniques pour que vous puissiez comprendre le prix aussi, parce que dans le prix, il n'y a pas que que le GNV qui impacte sur le prix, il y a aussi tout ce que vous mettez sur votre benne. Donc voilà, donc 187 000 € hors taxe cette benne-là. Donc on avait eu des subventions de l'ADEME dessus et de GRDF aussi à l'époque. Il y avait des aides de GRDF. 26 tonnes donc, qu'on a réceptionné en début d'année là. Donc pareil, une Renault. Donc il y a 195 000 € hors taxe. Donc à chaque fois, en effet, on est sur à peu près 30 000 €, 30 000 € d'écart avec une benne gasoil. Mais en sachant que bon, voilà, il y a des aides qui sont possibles. Il y a aussi le coût du carburant qui est quand même moindre. Et alors sur les bennes, j'ai pas fait le calcul, mais on l'a fait sur notre donc tout en bas, vous avez notre tracteur 44 tonnes acquis fin 2019, où là le camion, le 44 tonnes, en effet, il est à 30 000 € de plus, mais en fait avec la différence de coût de carburant et l'utilisation qu'on en fait, au bout de 5 ans, en fait, on récupère en fait le surcoût. Donc voilà. Donc après, ça dépend aussi du temps d'amortissement de vos véhicules dans vos services déchets ménagers. Nous, les bennes, on les amortit sur 7 ans. Par exemple, les tracteurs, le 44 tonnes, je dois l'amortir sur 8 ans. Donc voilà, au bout de 5 ans, en fait, j'ai rattrapé avec le prix du carburant, j'ai rattrapé le prix du camion au gasoil. Pardon. Ensuite, donc on a un Ampli-Roll 26 tonnes, donc qui fait les rotations de caissons de déchetterie qu'on a depuis cette année aussi. Donc avec un bras hydraulique 20 tonnes et un bâchage automatique Origam. Donc là, on a mis les bouteilles d'eau cabine. En effet, donc là, typiquement sur ce camion-là, il y a eu beaucoup de boulot fait avec Iveco et notre carrossier pour arriver à construire le camion comme on voulait. Donc il était voilà à 177 000 €. Donc là, ça fait encore une. C'était même là pour le coup, c'est même 40 000 € de plus quasiment qu'un au gasoil. Voilà. Mais après, ce qui est compliqué, c'est que j'en achète pas non plus tous les ans. Donc, comme les prix aussi évoluent des camions gasoil, je sais qu'on a acheté un il y a quelques années qui était à 135 000. Quoi. Voilà. À peu près le même type de véhicule. Ensuite, donc, on a plutôt en utilitaire, on a un camion de livraison des bacs. Donc, pour faire toute la livraison, maintenance des bacs dans les foyers. Donc, là, c'est un 7,5 tonnes. Donc, on a capacité d'une tonne au niveau transport. Donc voilà, 61 000 € hors taxe. Donc là, c'est vrai que sur tout ce qui va être utilitaire, c'est vraiment intéressant parce que là, les véhicules sont pas si chers que ça. Sont quand même, la différence de prix est vraiment moindre et en plus, c'est vraiment, enfin, c'est intéressant tout de suite en fait au niveau du coût. Et on a pas mal de véhicules légers, donc soit des petits utilitaires comme Fiat Doblo et Volkswagen Caddy, donc pour la maintenance, pour les déchetteries, etc. Et puis en véhicule de service, une Seat Leon et deux Seat Arona, donc qui sont voilà plutôt les collègues sont plutôt très contents. Alors c'est vrai que c'est des autonomies qui sont plus faibles, hein, forcément, il faut qu'on passe le plein plus souvent sur ces véhicules légers notamment. La Leon, on est à peu près à 450 km d'autonomie en gaz et puis après on a 120 en essence. La Rona, c'est pareil. La Doblo, c'est un petit peu moins et le Caddy, c'est à peu près dans les mêmes ordres. Donc après, au niveau des véhicules sur l'autonomie, sur le tracteur, on a bossé avec Iveco quand même aussi sur l'éco-conduite en fait, parce que c'est des camions il faut aussi apprendre à les conduire. Enfin, je vais y revenir, mais on arrive à être vraiment sur une consommation assez faible, donc c'est plutôt intéressant. On consomme moins que le gasoil globalement, c'est ça qu'il faut voir. Et donc on est sur une autonomie à peu près de 400, un peu plus de 400 km aussi sur le tracteur. Sur la benne, les deux bennes, plutôt agréablement surpris du châssis Renault. On a plus d'autonomie que ce qui était annoncé par Renault.
Et par contre, sur le Stralis, sur l'Empirol, là, c'est l'autonomie, c'est ce qui était annoncé, quoi. Voilà. Donc sur les bennes, on fait à peu près 200 km. En gros, de toute façon, on fait le plein tous les jours avec, mais comme on faisait déjà avec les bennes gasoil, c'était intégré dans le temps de travail de faire le plein tous les jours. Donc là, on le fait aussi. Donc plutôt contente de Renault sur l'autonomie quand même. Voilà. Et sur les véhicules légers, c'est vrai que le Doblo, il n'y a pas une grosse autonomie. Il faut revenir faire le plein plus souvent, quoi. Faut le prévoir quand même. Les collègues qui font beaucoup de route, faut le prévoir. Tu évoquais des bonnes surprises sur l'autonomie rapport à ce qui était annoncé sur certains véhicules. Est-ce que c'est en lien avec le test d'autonomie qui avait été réalisé justement à Saumur l'année dernière, que vous avez pu déceler ce genre de choses? Ouais, le test d'autonomie qu'on a fait avec GRDF nous a permis de confirmer en fait ce qu'on ressentait, hein, c'est qu'il y avait plus d'autonomie que ce qu'on pensait. Puisqu'on voyait bien, au départ, on était inquiet, notamment celle de 2021. On l'a mis sur une tournée en milieu rural, on n'était pas trop sûr que ça passe, et puis en fait, c'est passé tout de suite, quoi. Donc, et puis le test d'autonomie a vraiment permis d'achever de nous rassurer, en fait, hein. C'est vrai que c'était vraiment une belle opportunité de pouvoir le faire. Donc, l'idée du test d'autonomie, c'est qu'on est suivi par un petit camion avec des bonbonnes de gaz, et puis on va jusqu'au bout, en fait, parce que c'est un truc qu'on fait jamais, quoi, de pousser son réservoir jusqu'au bout, parce qu'on forcément, on n'a pas envie de tomber en panne. La panne sèche. La panne sèche. Voilà, donc là pour le coup on a fait ça et là on a vu en effet qu'on on avait quand même une bonne autonomie sur ces véhicules. Voilà. Bon, ça reste de toute façon forcément moins que le gasoil, ça c'est sûr, faut le prendre en compte, hein. Ok. Merci Aurélie. Juste pour résumer aussi, hein, ce que tu l'évoquais tout à l'heure, mais peut-être aussi marquer un peu le côté coût total de possession, hein, qu'il faut avoir en tête quand on achète voilà, des véhicules, hein. Tu évoquais les véhicules plus spécifiques, où finalement il y a des calculatrices qui existent, hein, qui sont mises à disposition sur certains sites. Je pense notamment au site des fois des constructeurs ou le site de GRDF, qui permet voilà, de regarder dans le détail finalement quel est le coût total de possession. Ok, il y a un surcoût à l'achat pour la plupart de ces véhicules, mais finalement, en fonction de son cycle d'exploitation, au bout de X année, on se retrouve là du coup plutôt en positif versus l'homologue diesel, si je puis dire, quoi. Après, j'y reviendrai quand on va parler des stations, mais tout va dépendre aussi à quel tarif vous obtenez le gaz à la station. Et Également aussi, oui. là, comme la communauté d'agglomération de Saumur était partie prenante de la station par le biais de SACEM, qu'on est sur un projet indépendant, on est sur un tarif de gaz qui est faible, et donc on a vraiment un retour intéressant sur le coût du carburant. C'est vrai que si vous vous avitaillez sur une station d'un grand groupe, des fois le prix du bio GNV, c'est le même que le prix du gasoil aujourd'hui, donc on ne retrouve pas cette économie-là. Il faut aussi regarder en fait où est-ce que vous allez vous avitailler, à quel prix vous allez toucher le gaz, avec l'avantage quand même sur ce genre de station, mais sans trop dire ce que je voulais dire tout à l'heure, mais nous on est sur des contrats de 2 ans avec un prix fixe pendant 2 ans. Donc aussi, c'est plus La facile pour les visibilité est bonne. ils se projettent sur un coût de carburant pendant 2 ans. Là, on voit bien l'augmentation du gasoil qu'on a depuis quelques mois. C'est compliqué de faire ses budgets quand le gasoil fluctue comme il fluctue depuis 2 ans. Alors que là, notre budget 2020 et 2021, j'avais mon tarif de gaz, je savais combien j'allais payer de gaz pour les 2 ans. Voilà. C'est quand même assez confort. Là, notre contrat avec la station se termine cet hiver. On va renégocier un nouveau tarif pour 2 ans. Donc voilà, c'est l'intérêt aussi. Ouais, ça se négocie après, voilà, avec le fournisseur, mais le fait d'avoir un tarif fixe, c'est rassurant au niveau budgétaire. Superbe. Merci. Je propose de continuer sur les solutions d'avitaillement, justement. Ouais. François, si on fait toujours avec nous? Ouais, si on fait un... Exactement. Alors, j'ai des petits soucis de connexion. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Super. Deux grandes finalement solutions, hein, pour se ravitailler. Soit, ce que disait Aurélie tout à l'heure, utiliser une station publique à proximité d'un opérateur privé ou d'un opérateur de type SEM, donc finalement plutôt local. Et la deuxième solution qui est parfois privilégiée dans certaines zones, c'est de construire sa propre station, de faire installer sa propre station de recharge au sein du dépôt. Et là encore, deux façons de faire, soit une pompe très classique en remplissage rapide, hein, comme une station publique, ou alors un remplissage dit à la place, donc finalement en charge plutôt lente, où chaque véhicule sera connecté à la station
et pourra faire le plein en temps masqué, par exemple, entre deux tournées pour les véhicules. Donc ça dépend déjà de la place qu'on a, parce qu'il faut pouvoir avoir un peu de place pour pouvoir mettre une station sur son dépôt. Il faut avoir aussi une flotte suffisante, en particulier pour faire une station privée rapide, ou plutôt une flotte, voilà, le minimum c'est vraiment 20 véhicules pour pouvoir faire une station rapide. Sinon, il faut plutôt privilégier des charges lentes. Et là encore, la charge lente, ça dépend du mode d'exploitation. Il faut de la place, il faut que les véhicules puissent rester suffisamment longtemps au dépôt entre deux tournées pour avoir le temps de se recharger. Voilà, c'est vraiment à regarder au cas par cas. Et puis, ça dépend aussi des modalités d'exploitation. C'est vrai que sur une régie sur lesquelles il y a la visibilité sur le dépôt, on peut investir sur une station, parce qu'une station, ça s'amortit en une dizaine d'années. Sur des contrats privés avec des renouvellements de marché tous les 5, 7, 8 ans, investir en une station en propre, voilà, ça se regarde vraiment au cas par cas. Ça peut valoir le coup s'il n'y a pas de station publique à proximité, mais c'est vrai que souvent il y a des acteurs qui préfèrent aller faire le plein à la station publique. Voilà, chaque solution a ses avantages, ses inconvénients à peser au cas par cas. Petite précision pas négligeable sur les stations privées aussi, c'est que il faut avoir une conduite de gaz à côté. C'est-à-dire que tu peux avoir de la place sur ton dépôt, mais si tu n'as pas le gaz, tu peux pas avoir de station. Donc c'est quand même important. Évidemment, oui. Voilà, c'est le BABA, mais s'il n'y a pas de tuyau de gaz qui passe à côté, tu n'as pas de station gaz, quoi. Voilà. Puisqu'en fait, on se raccorde sur le réseau GRDF ou GRT Gaz, mais on se raccorde sur le réseau. Et donc, il faut qu'on ait une conduite de gaz à côté. Il n'y en a pas partout. Ça me permet de souligner au passage qu'il y a quelques entreprises, notamment ligériennes, établies en Pays de la Loire, qui justement proposent des solutions d'avitaillement privatif qui peuvent aussi parfois être de l'ordre de la location, c'est-à-dire que c'est pas forcément un investissement propre, mais ces entreprises-là sont là pour étudier au mieux le modèle économique de l'exploitant, justement pour adapter le dimensionnement de la station en conséquence, avec parfois des offres qui vont même prendre en compte la location du véhicule justement dédié. Donc je pense à Marius notamment ou Mazira. Voilà, je vous inviterai éventuellement à aller sur le site internet pour en savoir un petit peu plus sur ces entreprises. Et pour compléter un peu sur la partie avitaillement et station, là, la grande différence par rapport au diesel, c'est la composition du prix à la pompe. C'est-à-dire que quand vous avez un prix diesel, et Aurélie en a un peu parlé, vous avez un prix qui est quasiment identique pour tout le monde, et que vous soyez en station privative ou station publique, finalement, il y a une différence de l'ordre de quelques centimes. Mais le gain à avoir sa propre cuve, il n'est pas tellement sur le prix à la pompe. Sur une station, finalement, le coût de l'infrastructure elle-même, le coût de la station peut représenter jusqu'à 30 ou 35% du coût de revient du carburant, ce qui est assez différent d'une station diesel et ce qui offre aussi un peu de compressibilité du prix. On voit bien que plus l'engagement va être fort, c'est-à-dire plus la quantité de carburant consommée va être importante par un client, plus la marge de négociation va être importante avec l'exploitant de la station, si c'est une station publique. Et là, le raisonnement est le même avec une station privative. Finalement, plus on va consommer, plus ça va faire baisser le coût de revient de la station dans le coût global du carburant. C'est quelque chose qui est important, aussi bien, on disait, pour négocier un contrat avec un opérateur de station que pour construire sa propre station. Il ne faut pas voir trop grand tout de suite, sans quoi, effectivement, on va être pénalisé sur le prix. Et voilà, c'est cette vraie marge de négociation, on l'a sur le gaz et on ne l'a pas forcément sur le diesel. Oh, petite remarque de Claire Desforges du syndicat d'énergie de Loire-Atlantique du CIDELA, une conduite de gaz, ça peut se construire. Je pense que c'est une invitation aussi à contacter les gestionnaires de réseau et les syndicats d'énergie dans le cadre de l'étude d'un projet même privatif justement. Merci Claire pour cette remarque. Mais ça doit vraiment être partie prenante du projet. Il faut l'anticiper, dire quand on réfléchit à son projet de station, où est-ce qu'on va la mettre, qu'est-ce qui est le plus pratique, est-ce que je la mets à côté de mon dépôt, est-ce que je la mets à côté d'une conduite de gaz, en effet, nous c'était la réflexion sur Saumur, elle a été beaucoup sur ça, de se dire est-ce que je privilégie un endroit qui est le plus central, le plus accessible, ou alors est-ce qu'on se met plus près de nos sites d'exploitation, mais on est moins accessible pour les transporteurs privés, etc., tous les clients de passage. C'est vrai qu'il faut aussi se dire qu'on a besoin de si les équipements publics, c'est-à-dire bus, bennes, etc., ne suffisent pas en fait
à rentabiliser la station, on va avoir besoin des clients privés, on va avoir besoin des transporteurs, et donc pour ça, il faut être aussi à une localisation qui les intéresse. Voilà, donc ça fait partie vraiment du projet, en effet. Après, oui, mais il faut rajouter la conduite de gaz au budget de la station. Je vous propose de continuer. Oui, donc sur les stations, j'avais juste ramené quelques éléments de prix. Une station charge rapide, alors justement, c'est cette question de la localisation qui joue beaucoup. Est-ce qu'il y a le gaz, est-ce qu'il n'y a pas le gaz? On est à peu près entre 1,2 million et 1,7 million d'investissement. Alors, ce qui conditionne en fait le coût de la station, ça va être le nombre de pompes qu'on va mettre et surtout le nombre de véhicules, le nombre de poids lourds qui peuvent faire leur plein en même temps. Puisque, enfin, sans rentrer trop dans les détails, mais l'idée c'est qu'on va, en fait, on récupère le gaz dans une conduite de gaz où il est en général à 4 bars. Nous, on l'a à 13 bars où est-ce qu'on est installé, mais après, on va le comprimer pour le montrer entre 200, 220 bars. Et on va le comprimer, on va le stocker et après, on le met dans les véhicules. Et en fait, le stockage et la compression, c'est ça qui coûte le plus cher. Et donc, il faut calculer, de se dire, voilà, combien je veux pouvoir faire de plein en même temps au vu de ma flotte de véhicules ou de mon nombre de clients si on est sur une station publique. Et voilà, donc c'est tout un calcul à faire parce que c'est vrai qu'après, si on est calibré pour 3 pleins en même temps et puis qu'il y a un 4e camion qui arrive juste après, il va mettre beaucoup plus de temps pour faire son plein. Il va pouvoir le faire, mais il va mettre beaucoup plus de temps. En fait, sur une station de charge rapide, l'idée, c'est de pouvoir faire le plein à peu près dans la même durée qu'une station gasoil. On garantit, voilà, vous mettez un quart d'heure à la station gasoil, là, vous allez mettre un quart d'heure à peu près. Et par contre, voilà, si on passe après les 3 premiers clients qui sont passés et que derrière, on met 3 quarts d'heure pour faire le plein, c'est beaucoup moins sympa au niveau exploitation. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi à regarder si vous êtes client d'une station publique, c'est de bien vous renseigner sur ce genre de choses aussi. Voilà. Et après, si vous voulez investir vous-même, voilà, on prend à peu près des ordres d'idées de prix, hein, mais ça va dépendre aussi de la localisation, hein, du terrain que vous choisissez. En gros, il y a une partie VRD aussi qui est quand même assez importante. Ensuite, les stations charge lente. Là, on avait fait faire un devis il n'y a pas longtemps pour une collectivité là, qui, au niveau de la SEM, on avait fait faire un devis. On est à peu près à 250 000 € d'investissement. En gros, pour une station, là, c'était pour 6 postes d'avitaillement, sans borne de paiement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun système de comptage de paiement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut vraiment pas accueillir quelqu'un d'autre. C'est vraiment que pour sa propre flotte. Donc, en gros, vous branchez votre camion le soir. Enfin, là, c'était pour des bus, mais vous branchez votre bus le soir et vous le récupérez le lendemain. C'était un plein en 9 heures. Voilà. Donc, alors ça coûte, plus le plein met du temps, moins c'est cher. Mais il y a quand même, encore une fois, de la VRD et de la compression quand même et puis de la tuyauterie, etc. Voilà. Donc voilà, en gros, des idées de coûts. Hein, voilà, bon, je me base un petit peu sur ce que j'ai vu dans la région. Il y a d'autres, et sur le projet qu'on a monté, les 2 projets qu'on a montés à Saumur, un sur lequel on a travaillé et un sur lequel on a monté. Voilà, donc ce que je disais, la canalisation gaz, avec le débit, c'est vrai que plus on a un débit important de gaz dans la canalisation, moins ça va nous coûter cher en fonctionnement derrière. Donc ça peut être intéressant de se mettre sur une grosse canalisation. Il faut un permis de construire. Donc, il faut quand même y faire attention. Il peut y avoir pas mal de contraintes techniques, ça dépend où vous êtes. Si vous êtes en zone d'activité, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Si vous êtes en entrée de ville, tout ça, enfin, nous, on avait beaucoup de contraintes sur notre station. Le délai de construction, en gros, d'une station, c'est assez court, en fait. Hein. Le plus long, c'est vraiment le matériel technique, en fait, le compresseur, les pompes. Mais en gros, la construction, c'est 6 mois. Donc, une fois que vous avez décidé que vous signez les bons de commande, vous avez la station assez rapidement. C'est pas non plus des choses très lentes. Et un point important à prendre en compte, mais plutôt globalement dans la politique de votre collectivité, c'est quel choix vous voulez faire. Est-ce que vous voulez être sur du gaz naturel, donc du gaz fossile, ou est-ce que vous voulez être sur du bio? Le prix n'est pas le même. Au niveau de l'exploitation du camion, enfin voilà, ça ne change rien parce que sinon c'est la même molécule, mais par contre le prix n'est pas le même. Mais par contre, l'image que vous allez renvoyer dans votre collectivité ne sera pas la même non plus. C'est-à-dire d'un côté, le gaz fossile, on va plus travailler sur la qualité de l'air, parce que là, on est vraiment sur tout ce qui est réduction de la pollution de l'air. Par contre, quand on est sur le bio-GNV, on peut vraiment valoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on est à peu près entre Pacte carbone, ouais. d'émissions en moins. Donc, ça permet vraiment à la collectivité de communiquer là-dessus. Et puis, ça permet aussi de communiquer sur une démarche d'économie circulaire. C'est-à-dire, j'utilise du gaz qui est produit par de la méthanisation.
La méthanisation, c'est du déchet qu'on a valorisé, etc. Donc, en termes de politique environnementale et de communication, le bio-GNV, forcément, enfin, moi, je suis vraiment partisane du bio-GNV. C'est très intéressant. Maintenant, vous pouvez être aussi sur un territoire où vous n'avez qu'une station GNV et votre fournisseur ne proposera pas du bio-GNV. Ou vous pouvez aussi avoir une vision prix uniquement et vous dire, bon, voilà, ça reste quand même cher, je pars sur du GNV, quoi. Mais ça, c'est derrière, le discours ne sera pas le même quand même. Hein. C'est pas, puis la visée politique ne sera pas du tout la même. Et puis, on en a déjà parlé plusieurs fois, le prix du carburant, qui peut être vraiment différent, mais ça, on a déjà bien expliqué. Et c'est vrai que moi, j'ai ma Seat Leon, je fais beaucoup de routes avec, et d'une station à l'autre, il y a des grosses différences de prix quand même. Quand on va à Nantes, en Bretagne, à Bordeaux, etc., on voit quand même des gros écarts de prix. Et voilà, si vous passez sur une station publique, vous n'aurez pas forcément le même prix que votre collègue d'une autre collectivité qui a une autre station sur son territoire. Ouais, et puis le prix totem n'est pas forcément non plus le prix payé, hein, avec voilà, certains réseaux de stations d'exploitants, il y a possibilité justement, enfin souvent ça se passe comme ça, s'il y a une négociation du prix en fonction du nombre de véhicules, donc ça, souvent le prix totem affiché n'est pas le prix qui va être payé par le professionnel en tant que tel. Donc c'est La aussi, station de aussi à prendre en Saumur, compte. on a à peu près le prix, je dirais le prix hors taxe grand public, enfin grand public mais hors taxe, il va être à peu près à 1 euro le kilo. Si vous êtes un contrat avec nous, vous êtes à 0,9 à peu près. Voilà, Ok. 80 centimes. Voilà, donc vous avez quand même déjà une différence. Et après, c'est dégressif en fonction du nombre de camions que vous avez. Voilà, plus vous achetez de tonnes par an, plus on est sur un montant dégressif. Donc voilà, bon, nous, on est une station indépendante. Les prix sont quand même plus bas parce qu'on n'a pas les mêmes exigences de marge qu'un Que les Total, grands groupes. ça. Mais voilà, en gros, c'est sûr que quand on est client, on amène 5-6 véhicules parce qu'on a converti sa flotte, on peut négocier des tarifs beaucoup plus intéressants. Merci Aurélie pour ce témoignage sur les stations en tant que telles. J'en profite, alors ça peut paraître un peu complexe, et ça l'est d'ailleurs, hein, parce que tu développes là le nombre de points sur lesquels il faut être vigilant. Ça me permet de rebondir là-dessus, puisqu'au sein du cluster, il y a plusieurs bureaux d'études qui sont spécialisés dans l'accompagnement des collectivités sur ces questions pour aider à faire des choix, hein, en AMO notamment, et voilà, et en bureau d'études, je pense à Acajoule ou S3D. Et bien évidemment, n'hésitez pas à consulter les professionnels du secteur pour vous accompagner dans ces choix de décision, puisque ça peut être un peu complexe si on n'est pas forcément habitué à ce type de projet. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter des professionnels sur ces questions-là pour vous accompagner dans vos décisions. Mais pour compléter ce que tu dis, il faut pas hésiter aussi à aller voir, à se déplacer, à aller voir. Nous, c'est vrai, quand on a commencé le projet, bon, on est allé voir des stations, mais on est aussi allé à Paris voir Veolia et Pizzorno pour voir comment ça se passe à une exploitation aussi, l'atelier, l'exploitation, les chauffeurs. Voilà, on est allé voir, quoi. J'ai le côté collecte des déchets. On a fait des visites dans ce cadre-là. Et on a aussi, en tant que futur créateur de stations, exploitant de stations, on est aussi allé voir comment ça fonctionnait. Mais moi, je reçois à Saumur, plusieurs fois par an des groupes en fait d'élus, de techniciens qui viennent soit me voir pour la partie technique station, soit pour la partie exploitation. Il ne faut pas hésiter, si vous voulez venir, avec plaisir, on vous fait visiter, on vous montre tout ça. Et voilà, c'est vraiment important d'avoir le retour d'expérience de terrain. Voilà. Merci Aurélie. L'appel est lancé, en espérant que certains s'en saisissent. En tout cas, n'hésitez pas. Vous aurez les coordonnées dans le support email d'Aurélie Kaminski pour éventuellement préparer ce genre de visite. Et on parlait station publique effectivement tout à l'heure. Si on regarde un petit peu où on en est, on aurait fait le même webinaire il y a 4 ou 5 ans, la carte aurait été vide. Là, on est sur une dynamique qui est très très forte. J'ai mis à peu près une nouvelle station publique qui ouvre chaque semaine en France, et particulièrement dans l'Ouest d'ailleurs. Aujourd'hui, on a 171 stations publiques en service, et il y en a 70 qui sont en construction ou en projet, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir dans les 12 prochains mois en France. Donc on va être sur quasiment 250 stations d'ici 12 mois en France. Donc le maillage, il commence à être très correct. Alors sur un usage collectivité, finalement, ce qu'on regarde, c'est qu'on a une station à proximité, mais sur certains types de véhicules, Aurélien parlait, avec des déplacements plus longs, ou même
finalement, quand on pense à la revente des véhicules plus tard, à dire qui pourrait en racheter, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus ce frein, forcément, de dire il n'y a pas de station. Non, c'est plus vrai. Ça se développe et le maillage, il est plutôt conséquent et en particulier dans la région ouest. Merci François. J'ai pas remis la carte effectivement, notamment qui focus un peu sur les Pays de la Loire, mais c'est vrai qu'on est de l'ordre d'une douzaine de stations. Enfin, cet été, on faisait un point sur un salon. On est peut-être de l'ordre d'une douzaine de stations aujourd'hui en exploitation, avec voilà dans l'année, voire l'année et demie qui arrive, avec beaucoup de construction, on passera quasiment à 24 dans les 18 mois qui viennent. Donc, et puis beaucoup de points aussi entre guillemets de points d'interrogation sur des projets qui sont en train où des exploitants se posent des questions, avancent. Mais effectivement, on voit une très belle dynamique sur le maillage territorial qui se vérifie aussi en Bretagne, notamment pour avoir échangé avec mes collègues bretons sur le sujet. Oui. Et on parle de vraies stations publiques poids lourds. Voilà, je fais un clin d'œil je ne sais pas s'il y a des confrères qui travaillent dans l'hydrogène ou parfois il y a des annonces, mais avec des stations de petite capacité. Là, voilà, ce sont des stations publiques capables de faire le plein de plusieurs poids lourds en parallèle. Donc voilà, dans les montants dont parlait Aurélie tout à l'heure, avec des vraies capacités, quoi. C'est-à-dire que conçu pour détailler entre 60 et 80 poids lourds jour. La maintenance. Il faut en parler également. Alors, ouais, quelques généralités, puis pareil, je laisserai Aurélie compléter avec son retour d'expérience, et notamment sur les impacts sur le choix des véhicules. On est sur des compétences qui sont proches du diesel. C'est-à-dire que oui, il y a quelques spécificités, notamment dans les contrôles des réservoirs, qui sont contrôlés par un professionnel tous les 4 ans. Un contrôle visuel qui dure un peu plus de 2 heures et qui permet de s'assurer que les réservoirs ne sont pas endommagés, corrodés et qu'il n'y a pas de risque de fuite. Donc ça, c'est réglementaire. Finalement, la technologie du moteur est un petit peu différente, mais on se retrouve avec les mêmes types de maintenance, des vidanges régulières. Il y a des bougies, ce qui est nouveau pour un véhicule diesel. Par contre, il n'y a pas de filtre à particules, il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas de filtre à carburant, il n'y en a pas besoin. Voilà, il y a quelques différences. Peut-être des maintenances plus fréquentes. Là encore, je laisserai Aurélie partager son expérience. Et puis de dire si la maintenance est faite en interne, il peut y avoir des adaptations à faire. Là encore, ça dépend beaucoup de l'atelier existant. Plus il est récent, en général, plus c'est facile. Il faut voilà, suffisamment de hauteur sous plafond, une ventilation qui soit suffisamment naturellement suffisante. On rappelle juste que le gaz est plus léger que l'air. Donc en cas d'incident lors de la maintenance du véhicule, le gaz il a plutôt tendance à monter et d'aller vers le haut. Donc il faut plutôt regarder ce qui se passe sur le toit. Est-ce que voilà, on a des lumières qu'il faudrait déplacer? Est-ce qu'on a des systèmes de chauffage qui pourraient ne pas être compatibles avec l'exploitation d'un véhicule en dessous? C'est le genre de choses qu'il faut regarder. Aurélie, je te laisse compléter peut-être. Ben, en fait, après, sur l'entretien, il y a ce qu'il faut, enfin, ça dépend aussi comment vous êtes organisé dans vos ateliers, qu'est-ce que vous faites comme entretien vous-même, qu'est-ce que vous faites faire. Parce qu'il y a différents niveaux de qualification nécessaires pour intervenir sur le camion. Alors, pour tout ce qui n'intervient pas sur le moteur, sur la motorisation, en fait, il n'y a pas besoin de qualification spécifique. C'est-à-dire vos mécaniciens peuvent intervenir dessus quand s'il faut changer une ampoule, s'il faut. Oui, mais j'ai un masque, j'en ai pas. Pas de souci. Intervenir sur d'autres organes, par exemple, s'il faut intervenir sur l'arrière de la benne, sur le lève-conteneur, etc., sur la cuve, il n'y a aucun souci. On n'est vraiment que l'intervention sur le moteur, où là, en effet, il faut un garage qui soit agréé, avec des salariés qui sont formés. Donc après, nous, ce qu'on a fait pour les premiers camions qu'on a achetés, que ce soit la benne chez Renault et puis le tracteur Iveco, les 2 premiers en 2019, on a fait le choix de prendre un contrat de maintenance total. Voilà, parce qu'on ne savait pas encore trop comment ça allait se passer. On avait un peu d'inquiétude aussi, savoir est-ce qu'il y a beaucoup de maintenance à faire dessus, est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes. Voilà, ça nous a plutôt rassurés. Finalement, la dernière benne qu'on a achetée, là, qui est arrivée début 2021, et le pli-roll, on n'a pas pris le contrat de maintenance parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y en avait pas forcément besoin, qu'il n'y avait pas il n'y avait pas plus d'entretien que ça à faire. Voilà, c'est des camions qui sont plutôt costauds, voilà, qui tiennent bien. Donc voilà, donc pas eu de formation spécifique à faire pour mon responsable d'atelier. Au niveau de l'atelier, il y a eu très peu d'adaptation. Il a fallu qu'on revoie la ventilation. En effet, il faut surtout pas laisser un véhicule gaz en fait dans un atelier fermé et non ventilé, parce que s'il y a une fuite, le lendemain quand vous ouvrez la porte, il y a du gaz qui s'est échappé, quoi. Donc voilà, il faut vraiment de la ventilation naturelle et permanente.
et une bonne hauteur sous plafond, en effet, pour que le gaz puisse monter. Je sais que mes collègues d'Aglobus, eux, ils ont eu pas mal de boulot à faire parce que ils avaient le chauffage, ils ont du chauffage dans leur atelier, contrairement à nous. Donc, ça coûtait assez cher de le mettre aux normes leur atelier. Après, en fait, on est sur une zone ATEX, en fait, atmosphère explosive, autour de votre camion. Donc, il faut normalement, alors je sais que je l'ai pas fait, mais normalement, on doit leur définir des places de stationnement spécifiques avec marqué au sol ne pas fumer, mais parce qu'il ne faut pas fumer autour d'un camion gaz, mais en même temps, c'est la consigne que nous on donne pour tous les chauffeurs, c'est celle qui est affichée partout. Donc, de toute façon, voilà, normalement, ils ne sont pas censés fumer autour des camions, pas plus gaz que gasoil, quoi. Voilà. Donc, pas beaucoup de spécificités, hein. On est quand même sur des marques, notamment Iveco, qui construit des camions gaz depuis tellement longtemps, voilà, donc c'est éprouvé, que ce soit au niveau maintenance, au niveau et la maintenance, finalement, même quand on voit pas le contrat full maintenance, on est sur des prix qui sont semblables au gasoil, voire moindres, hein, puisqu'en fait, en effet, il y a des interventions qu'il ne faut pas faire, il n'y a pas les mêmes vidanges, voilà. Donc, pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. Il y a des bureaux d'études spécialisés, hein, là-dessus. Nous, on avait fait venir un consultant spécifique qui audite notre atelier, vraiment nous avait fait toutes les préconisations, zone ATEX, formation du mécano, etc. Voilà, on avait fait une petite prestation là-dessus pour se rassurer aussi. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et puis, c'est vrai que ce que j'ai fait moi aussi, mais bon, j'y reviens, c'est que mon chef d'atelier, en fait, a été associé au projet dès le début, comme le responsable d'exploitation. Et ça a vraiment permis que le projet, en fait, c'est autant le sien que le mien. Et voilà, il s'est formé là-dessus. Il a travaillé aussi un peu sur le projet de station, sur la maintenance de la station. Donc, il était moteur sur le projet. Il n'était pas du tout inquiet par rapport à ça. Voilà. Super, merci de ce retour d'expérience. Les étapes clés, François, tu nous... Oui, alors c'est un peu une manière de conclure pour redonner les quelques éléments importants. Ça dépend comment on fait la transition, ça dépend si on veut faire tout d'un coup ou si on veut la faire progressivement véhicule par véhicule. Mais l'idée, c'était aussi de rappeler un peu les délais. Une fois qu'on a qualifié les besoins, un peu regarder le plan de renouvellement du véhicule, il y a les deux aspects à regarder en même temps, aussi bien la partie ravitaillement, que ce soit une station en propre ou une station publique sur laquelle il faudra contractualiser, et puis la partie véhicule, on va parler commande des véhicules et puis aussi maintenance. Donc, il faut regarder les deux en parallèle. Et Aurélie le disait tout à l'heure, il peut y avoir des délais qui sont assez longs sur la commande des véhicules. On est entre 12 et même 18 mois avec les pénuries de composants actuelles. Là. Donc, finalement, quand on veut commencer sa transition, faut pas trop traîner pour pouvoir les commander. Selon les modalités d'achat, soit en direct, soit via le GAP, qui propose aussi des véhicules gaz pour ceux qui achètent leur véhicule via le GAP. Et puis côté station, deux façons de faire. Hein. Soit effectivement on construit sa propre station. Dans ce cas-là, on crée déjà un cahier des charges pour acheter soit une station, soit une prestation de location ou de carburant tout intégré. Et puis en termes d'avitaillement dans une station publique, l'idée, comme disait Aurélie encore, c'est d'essayer de contractualiser le plus tôt possible avec ce qui a déjà été dit, la possibilité de figer le prix sur une période qui peut aller jusqu'à 3 ans. Alors, je vous déconseille de le faire maintenant parce que là, le prix du gaz est un peu haut de manière conjoncturelle jusqu'au début de l'année prochaine. Mais effectivement, si on verrouille le prix dans la bonne période, ça peut faire un vrai gain sur le long terme par rapport au diesel, ou en tout cas, ça permet de sécuriser complètement le budget carburant avec un budget. En général, il est recommandé de négocier son contrat gaz au printemps. Au mois de mai-juin, c'est le meilleur moment, c'est là où le prix est le plus bas. Voilà. Et puis la dernière étape, voilà, une fois qu'on récupère les véhicules, de sensibiliser le personnel et puis de communiquer. Je pense que c'est important aussi de faire savoir que la communauté, que la collectivité s'engage avec des véhicules un peu plus propres parce que c'est pas forcément visible. Hein. Un véhicule gaz, quand on connaît pas, on voit pas forcément la différence avec un véhicule classique. Donc c'est souvent intéressant d'en faire un peu de com. Très bien, merci. Pour compléter sur la diapo suivante, j'ai mis quelques petits conseils d'expérience, alors qui valent ce qu'ils valent, hein, je ne sais que mon retour d'expérience, mais c'est vrai que moi je pense qu'il est important d'informer le personnel et d'associer l'équipe d'exploitation dès le début pour vraiment faire un projet de service et
et pas arriver tout content un matin en disant tiens, je vous ai acheté un nouveau camion, il roule au gaz. Parce que de toute façon, d'expérience, enfin, vous le savez tous, quand on achète un nouveau camion, il y a quand même souvent des problèmes dessus. Au démarrage, il y a toujours des petits allers-retours avec le constructeur. Et alors qu'en plus, il est au gaz, les chauffeurs vont avoir tendance à dire que tout est de la faute du gaz. Donc même si c'est le lève-conteneur qui marche pas, ça va être la faute du gaz. Donc vous pouvez pourrir en fait la réputation de vos véhicules gaz juste parce que vous avez eu un mauvais démarrage au début. Donc c'est vrai que tout le travail de culturation qu'on peut faire tout au long du projet, en fait, il faut le faire avec les élus, il faut le faire avec le personnel pour que quand le camion arrive, il n'y ait pas d'inquiétude déjà par rapport au risque d'explosion, parce que ça c'est revenu quand même très souvent, moi, cette question-là. Mais c'est quand même le gaz, attention, etc. Et puis que voilà quoi, que la nouvelle motorisation soit acceptée. Aussi bien réfléchir aux changements d'organisation qui peuvent être induits par le passage au GNV, que ce soit sur des temps de tournée, les temps de plein, les temps de maintenance. Les temps de plein, par exemple, si aujourd'hui vous avez votre propre pompe gasoil et que demain vous allez vous avitailler à une station, forcément c'est du temps de travail supplémentaire. Il faut que ça soit préparé. Il faut que ça soit bien validé aussi avec le personnel, qu'il n'y ait pas près de soucis, notamment avec des réunions du personnel où il y a des soucis parce que après coup, ils râlent parce qu'il y a des heures qui sont faites en plus, etc. Voilà. Anticiper aussi, bien sûr, tout ce qu'il y a à faire dans l'atelier, etc. S'il y a du temps de travail supplémentaire et surtout que ça soit bien validé en amont par la collectivité, par les élus, qu'ils aient bien conscience de tout ça pour que ce ne soit pas une fois que les camions sont achetés qu'on se rende compte bah mince, en fait, il y a des surcoûts et voilà, et il faut les payer, quoi. Je parle de témoignages parce que c'est des choses que j'ai vues dans d'autres collectivités et ça peut vraiment poser souci parce qu'une fois qu'on a le véhicule, bah, il faut le faire rouler, quoi. Après, je pense que c'est intéressant que ça fasse vraiment partie du projet politique de la collectivité. Ça soit pas, alors c'est un projet de service du service déchets ménagers, mais aussi que ça soit un projet de la collectivité et que c'est vrai que si on n'est pas les seuls dans la collectivité à se convertir au gaz, qu'il y a aussi l'eau, l'assainissement, les bus, etc., bah, c'est plus facile à faire passer aussi. Et puis un point vraiment important, parce que je trouve que j'ai eu une réunion là en début de semaine avec sur la méthanisation, il y avait des syndicats d'énergie et je me suis aperçue de ça, c'est qu'en fait les syndicats d'énergie travaillent de leur côté sur le maillage des stations, réfléchissent à dire bah tiens il faudrait peut-être qu'on en mette une là, etc., etc. Mais il n'y a pas forcément la réflexion de se dire bah attends tiens les services déchets ménagers, je vais peut-être les mettre dès le début, dès l'amont dans la boucle parce que où est-ce que je vais localiser la station, j'ai peut-être bien les entendre et bien les écouter, quoi. Donc faut peut-être pas hésiter, enfin dès maintenant si vous y réfléchissez, voire même au titre d'information, d'aller rencontrer votre syndicat d'énergie, d'essayer de voir bah, aujourd'hui c'est quoi les projets, où est-ce qu'il y en a, parce que nous on aimerait bien, qu'est-ce que vous nous conseillez, enfin essayer d'être le plus possible en amont. Et les syndicats d'énergie de Pays de la Loire sont très à l'écoute, hein, justement, pour les voir régulièrement et très demandeurs, justement, hein, des acteurs qui sont en conversion pour positionner au mieux les stations, puisque effectivement, la prise en compte de l'investissement d'une station publique, elle ne peut être faite qu'avec des consommateurs. Effectivement, sur les véhicules lourds, c'est très important. Le dimensionnement aussi de la station, il va avec. Donc effectivement, prenez contact avec vos syndicats d'énergie respectifs dans vos départements pour évoquer ces questions-là. Merci Aurélie de le rappeler. Et effectivement, c'est une très bonne chose. Ouais. Et dernier point, le travail avec les fabricants, enfin les vendeurs de camions, ils sont vraiment motivés, eux. Alors, bon, certains plus que d'autres. Renault, ils font du gaz, mais ils sont surtout branchés élec. Mais Iveco, par exemple, ils sont très, très motivés. Et vraiment les utiliser pour former les chauffeurs, revenir au bout d'un an d'exploitation, voir les suites de consommation. Ils peuvent aussi retravailler avec vous. C'est dire, attends, là, c'est pas normal, tu consommes trop. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être des réglages qui ont mal été faits. Faut pas hésiter à vraiment faire un travail en amont, mais aussi en aval avec eux, les premières semaines, les premiers mois, pour réajuster les choses. Ils peuvent revenir aussi au bout de quelques temps, revoir les chauffeurs. Voilà, et c'est vraiment, ils sont là aussi pour accompagner l'équipe. Ils ont vraiment à cœur de montrer leur camion. Et c'est vraiment intéressant. On a eu notamment avec Iveco, il aime bien challenger les chauffeurs, plus sur les 44 tonnes, mais il aime bien les challenger pour arriver à leur faire baisser leur consommation. Et c'est un bon contact en fait je sais qu'entre les différents clients de la station, il les challenge entre clients pour celui qui consomme le moins, parce qu'il a vendu en gros quasiment le même Stralis à 4-5 clients de la station, et donc il les challenge entre chauffeurs pour consommer le moins et tout ça. Donc c'est plutôt intéressant de les associer aussi au projet. Des belles dynamiques, super. Voilà.
Je vois l'heure qui tourne. On avait promis de libérer tout le monde à 12h15 maximum. J'avais moi une ou deux informations supplémentaires aussi. Je l'évoquais tout à l'heure, les aides à l'acquisition qui sont disponibles en Pays de la Loire. Alors localement, hein, si vous n'êtes pas des Pays de la Loire, je sais que tout le monde n'est pas en Pays de la Loire. N'hésitez pas à vous renseigner, mais on a la chance que depuis l'année dernière ce soit le cas. Donc à la fois si vous êtes une entreprise ou bien une collectivité évidemment établie en Pays de la Loire, sur un véhicule neuf, qu'il soit en acquisition ou en location, vous pouvez bénéficier justement d'une aide spécifique hein, dans le surcoût de l'acquisition versus un véhicule analogue diesel. Et donc ça correspond hein, jusqu'à 10 000 euros. Le plafond est à 10 000 euros pour des véhicules de type benne à ordures. Donc n'hésitez pas à faire appel à ce dispositif hein, qui est relativement récent mais qui fonctionne bien et qui est un, un stimulateur assez intéressant là aussi pour travailler sur son coût total de possession et réduire un peu le coût d'investissement. Il y a un engagement d'approvisionnement 100% bio-GNV. Aurélie évoquait tout à l'heure justement le fait que la collectivité doive se poser la question GNV ou bio-GNV, c'est pas forcément le même prix. Là, cette aide, elle est évidemment conditionnée aussi à l'approvisionnement 100% bio-GNV sur une station. Donc voilà, tout ça qui peut vous permettre en tout cas d'aller un peu plus loin et un petit peu plus vite. Je vous mets un petit nota bene, hein, pas de prise de commande avant d'avoir fait la demande de subvention si vous voulez en bénéficier, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, je vous en parle les grandes lignes. Je vous invite à vous rendre sur le site internet qui est mis en lien sur le support ou contacter directement Bertie Baluffier au conseil régional qui s'occupe de notamment de ce dispositif pour aller un peu plus loin. Voilà, et je voulais vous faire un dernier point aussi là-dessus, c'est parce que c'est quand même là tout nouveau dans la filière méthanisation, on l'attendait un peu comme le Messie entre guillemets, le premier tracteur GNV disponible. Alors on sort un petit peu de la benne à ordures, mais on sait aussi que les collectivités vous internalisez parfois justement les thématiques de délagage ou d'entretien des bords de route. Voilà, c'est un véhicule GNV justement de 180 chevaux avec un couple de 740 Nm. C'est une autonomie hein, qui peut vous pousser jusqu'à 10 heures, jusqu'à 12 heures de travail ou un petit peu moins en intensif. Mais voilà, c'est des véhicules aussi qui coûtent 20-25% supplémentaires qu'un tracteur traditionnel, mais ça peut venir aussi étayer votre flotte de véhicules une fois que vous serez bien équipé en benne à ordures ménagères GNV. Voilà, sachez que ce type de véhicule existe, c'est tout récent. Les premiers ont été livrés là, les pré-séries sont livrés en ce moment avec une commercialisation pleine à partir de cet automne justement. Donc n'hésitez pas. Je voulais vous en faire part ici puisqu'on le premier était disponible là sur le space en ce moment à Rennes. Voilà, on va bientôt pouvoir conclure. Il y avait quelques questions supplémentaires. Alors, je vous en ai donné en fur et à mesure et merci aux intervenants d'y avoir répondu. J'avais une question technique sur la boîte de vitesse, sur les bennes à ordures ménagères. Est-ce que vous êtes capable de répondre sur le type de boîte de vitesse sur ces véhicules? Bah, c'est des boîtes auto. Que des boîtes auto. Oui, que des boîtes auto. Oui. Ok. Addison. Très très bien. Sinon, les questions, il y avait quelques commentaires de remerciements notamment. On a fait globalement le tour des questions pertinentes là-dessus. Donc merci en tout cas. J'avais une dernière petite chose aussi à vous dire. Si vous voulez aller plus loin dans justement la question des mobilités durables hein, pour vos collectivités, au sein de vos collectivités, vous êtes évidemment invités à venir participer au colloque régional des mobilités hein, que Métatlantique co-organise avec l'Aver Ouest et le conseil régional qui aura lieu le 29 septembre au Mans. Je vous mets aussi dans le lien, dans la présentation, le lien d'inscription pour venir. C'est donc dans 2 semaines. N'hésitez pas. Il y aura, voilà, on parlera pas que de motorisation. Hein, évidemment, on parlera de l'électrique, on parlera du GNV, un petit peu d'hydrogène. On parlera aussi de toutes les approches de mobilité durable, covoiturage. Notamment pour comment dire, immobilité sur les plans de déplacement entreprise notamment ou sur les zones d'activité. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir ce programme et vous inscrire pour venir nous rejoindre à la fin du mois sur ce colloque au Mans. Voilà,
Il est pile l'heure. Je vais remercier Aurélie Kaminski et François Dedieu d'avoir pour la préparation de ce webinaire. J'espère que voilà, il y a eu quelques questions. J'espère que ça a intéressé l'ensemble des participants. Vous aurez les coordonnées des différents intervenants dans la présentation. Et puis voilà, merci beaucoup François, merci beaucoup Aurélie. Et puis je vous dis à très bientôt pour continuer de développer le GNV en région et au-delà. Merci beaucoup. Au revoir.